Bonsoir à tous, Arthur au micro, très heureux de vous retrouver. Vous avez été plus de 3000 à écouter le premier épisode de cette série audio des NBA Stories. Vos retours ont été très positifs sur les réseaux et je suis heureux de vous présenter aujourd'hui le second et dernier volet de ce passionnant récit. Évidemment, si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à le faire avant de vous pencher sur celle-ci. Je profite aussi de cette introduction pour remercier de vive voix les fidèles soutiens des NBA Stories. Monsieur Torsi, Léo Dagan, Moïse Paiva ou encore Dennis Portman. Si vous souhaitez supporter mon travail, sachez qu'il est possible d'offrir un petit tip en cliquant sur l'icône « Merci » sous cette vidéo. Allez, trêve de discussion. Mettez-vous à l'aise et plongez avec moi dans le mystérieux périple de Bison Dele. Nous sommes en 1997 à Saint-Sébastien, baigné par les eaux de la mer Cantabrique. Le calme règne ici, bien davantage que dans le bourdonnement du Nouveau Monde, surtout lorsque les gros sous sont en jeu. Pour certains, la célébrité est un moteur, pour d'autres, c'est un frein. Brian Williams, prélassé sur les plages espagnoles, fait assurément partie de cette deuxième catégorie. Ailier fort talentueux, Williams n'avait aucune passion pour le basketball. Aucun amour pour le strass et les paillettes. Après quelques saisons en NBA et des millions en poche, le joueur connu pour ses troubles avait disparu des radars. En ce début de printemps, c'est en Espagne qu'il se trouve. Après avoir couru avec les taureaux à Pamplone, Williams se prélasse seul près de l'océan. Dans ses mains, l'un de ses auteurs favoris, Friedrich Nietzsche. Il se plaît souvent à citer un passage d'Ainsi parlait Zarathustra. Nous devrions considérer comme perdu chaque jour où nous n'avons pas dansé au moins une fois. Danser est peut-être l'activité la moins épineuse pour un casse-cou comme Brian Williams. Avec son ami d'enfance Patrick Barnes, l'ancien joueur NBA ne refuse aucun défi. Ils ont fait du vélo ensemble, de Salt Lake City jusqu'à Phoenix. Ils ont piloté un avion monomoteur. Ils ont lutté, sprinté et sauté en parachute. Ils ont concouru à une course de karting, s'écrasant l'un contre l'autre à une telle vitesse que Williams s'est blessé au tendon d'Achille. Dans leur duo, c'est assurément Williams qui attire toute la lumière. Grand et charismatique, il ne manque pas de prétendantes à ses côtés. Les relations d'un soir ne l'intéressent pas, et son cœur semble être impénétrable. Mais voilà qu'une femme vient changer sa vie, Serena Karlan. Âgée de 25 ans, Karlan est de toute beauté, mais ce n'est pas tant ce qui plaît à Williams. Comme lui, elle voit le monde différemment. Elle se questionne, elle observe les autres, mais surtout, elle se sent très seule. Comme lui, c'est une grande amatrice de musique. Et comme lui, son enfance ne fut pas un long fleuve tranquille. Nous sommes en 1966 et la culture afro-américaine dépassait enfin les barrières raciales. Eugene Williams, membre du célèbre groupe The Platters, voyage de ville en ville, de groupie en groupie. Il finit par marier l'une d'entre elles, une adolescente du nom de Patricia Phillips. En 1966, naît un fils, Kevin, suivi 3 ans plus tard d'une nouvelle progéniture, Brian. La vie de famille, non merci pour l'artiste Eugene Williams. Ce dernier quitte Patricia précipitamment. Sans le sou, elle prend la route vers la Californie, avec ses 2 jeunes enfants. Quelques années plus tard, elle se marie avec Ron Barker. Cette union ne fait pas long feu, mais la brute Barker a eu assez de temps pour asseoir une emprise sur Patricia et ses enfants. Elle se remémora plus tard. « J'ai tellement banni cet homme de ma mémoire que je ne peux pas vous dire quand je l'ai épousé, combien de temps j'ai été mariée avec lui ou quand j'ai divorcé. » Kevin, l'aîné, n'est pas seulement le plus grand en âge. Au lycée, il mesure déjà plus de 2 mètres. Mais physique imposant ne rime pas forcément avec confiance en soi. Troublé, Kevin est maladroit socialement. Son asthme l'empêche de faire du sport et il se réfugie plutôt dans les encyclopédies. Brian, bien que plus sociable et curieux, partage la même dilection pour la littérature. Parfois,
il aime prendre son vélo pour aller jouer aux échecs avec des personnes âgées. Si Brian est le plus populaire de la fratrie, c'est tout d'abord car il est une star sur les parquets. Bien que peu attiré par le basketball, ses plus de 2 mètres le poussent à rejoindre l'équipe de son lycée. Kevin est jaloux. Il visite régulièrement les urgences pour soigner son asthme et sombre petit à petit dans l'alcoolisme. Durant toutes les années suivantes, Brian Williams tente de se détacher de sa famille, mais le lien est trop fort pour être rompu. Il achète une maison à sa mère et dépense environ 80 000 $ pour lui permettre d'aller à l'université. Kevin n'est pas en reste. Il reçoit par 2 fois 50 000 $ des mains de son petit frère. Lorsqu'il entend que son père est ruiné et toxicomane, Brian lui offre une Harley Davidson. La réponse de son paternel : « Fiston, la prochaine fois, envoie-moi seulement du cash. » Brian Williams s'est détruit mentalement, un sentiment qu'il ne connaît malheureusement que trop bien. Les amis du joueur se souviennent de lui comme un être totalement troublé par une enfance délicate. Lors de ses années en NBA, le joueur se démarque par son comportement erratique, ses excès, ses pertes soudaines de lucidité. Matt Guokas, son coach à Orlando, se souvient. Il faisait peur à tout le monde, il était toujours sous médicaments et son comportement était imprévisible. Je me souviens qu'une fois, nous nous entraînions à 5 contre 5 et Brian défendait sur Shaquille O'Neal. Tout d'un coup, il est tombé, évanoui. Nous croyions tous qu'il était mort. Après ses errances autour du monde en 1997, Williams se revint finalement sur les parquets. Un titre avec les Chicago Bulls plus tard, il signe un long contrat avec Détroit. Sauf que voilà, dégoûté par le basketball, le joueur désormais connu sous le nom de Bison Dele se retire à l'orée de la saison 99. Matt Guokas s'exprime. « Ça ne m'a pas étonné qu'il prenne sa retraite en laissant des millions sur la table. C'était sa façon de dire « L'argent ne peut pas m'acheter. Je n'aime pas ce sport. Je veux vivre ma vie comme je l'entends. » À l'approche du nouveau millénaire, Bison Dele est enfin libre comme le vent. Sauf que dans son ombre traîne une âme de plus en plus pesante, celle de son grand frère Kevin. Pendant que Brian s'était élevé vers la NBA, Kevin traînait sa peine comme un fardeau. Il mesurait la même taille que son petit frère, mais ne possédait ni le même charisme, ni la même beauté. Isolé, nerveux, dépressif, l'aîné Williams ne vit que dans le spectre de son frère. Sa mère se souvient. Kevin ne s'est jamais senti aussi aimé que Brian. Il a marché dans son ombre toute sa vie. Comme Brian, Kevin connaît des épisodes de dépression très sévères. Il tente de se suicider à plusieurs reprises en utilisant des médicaments. Les 2 frères cherchent ce quelque chose pour combler le vide en eux à cause de leur éducation difficile. Un vide de se sentir aimé pour qui vous êtes, de vous sentir en sécurité. Kevin est différent de Brian à bien des égards, mais partage une même folie, celle de disparaître soudainement aux 4 coins du monde. En 2002, alors que Bison Dele est retraité et oublié, son grand frère lui rend une visite surprise en Nouvelle-Zélande. L'accueil est glacial. Comme Brian, Kevin décide de se réinventer. Il change de nom en Miles d'abord, en hommage à Miles Davis. Patrick Barnes, ami d'enfance et acolyte de Bison Dele, n'a plus le temps de jouer aux explorateurs. Il fait fortune dans l'internet et utilise ce nouveau médium pour correspondre avec son complice. Bison se plaît à lui envoyer des poèmes par email. L'un d'eux délivre ses vers. Ce que vous pensez, vous créez. Ce que vous créez, vous l'exprimez. Ce que vous exprimez, vous vivez. Ce que vous vivez, vous êtes. Et ce que vous êtes, vous pensez. De temps à autre, Patrick Barnes reçoit des nouvelles de Bison Dele sur sa messagerie. Une fois, il est à Monaco. Une autre, il est à Beyrouth. Une fois, il fait du surf en Australie. Une autre, il dort dans le désert jordanien. Extérieurement, Bison s'évade. Intérieurement, il n'en finit plus de s'enchaîner. Il fume de plus en plus de cannabis et connaît une vie sexuelle totalement débridée. En 2000, il accomplit le rêve de sa vie. Pour prendre le large, au sens propre comme au figuré, William s'achète un catamaran qu'il surnomme le Hakuna Matata. Construit en 1997, le bateau mesurait 17 mètres de long, avec une magnifique coque en fibre de verre. À l'intérieur se trouvaient plusieurs chambres, une cuisine et un salon.
Si Bison Délé a cassé sa tirelire pour s'offrir le Hakuna Matata, ce n'est pas seulement pour voguer à travers le monde. Ce catamaran est la raison idéale pour contacter celle qui habite dans son esprit depuis de nombreuses années, Serena Karlan. Depuis leur première rencontre en 1997, Karlan n'avait toujours pas trouvé son havre de paix. Elle passa de ville en ville, de job en job. Elle connut un joli succès dans l'immobilier à New York, mais elle n'a aucune passion pour ce travail. Non, elle n'a qu'une seule obsession, enfin trouver un sens à sa vie. Après la terreur du 11 septembre 2001, Karlan reçoit un message de Bison Délé. Ce dernier est inquiet pour elle et lui demande de le rejoindre sur son bateau. Elle hésite, puis se décide à le rallier pour quelques semaines. Lors de son retour, elle exprime à sa mère qu'elle a connu un voyage magnifique. Mais en raison du comportement du joueur, elle ne croit pas qu'une relation sérieuse puisse émerger avec lui. De toute façon, elle n'a pas trop le temps d'y penser, car sa situation financière est catastrophique. Quelques semaines après son retour à New York, elle reçoit une enveloppe timbrée des Pacifiques. À l'intérieur, un chèque de 50 000 $, accompagné du message suivant. « Voici ce que je pense de ta situation financière. » Cette fois, Bison ne lui propose pas seulement un voyage, mais une vie à deux. Leur vision du monde est identique, leur passion commune et surtout, leur amour réel. En 2002, elle s'envole avec entrain vers la Nouvelle-Zélande. Les deux tourtereaux ont enfin trouvé la paix. Sur l'océan, de quoi pouvait-il bien se soucier? À l'aube, Serena admire le soleil se lever, la brise soufflant sur son visage. Le Hakuna Matata est amarré. Bison est encore endormi. Soudain, une ombre effrayante plane sur le catamaran. C'est Kevin Williams. Disparu depuis 4 ans, l'aîné de Bison apparaît de nulle part. Il demande de l'aide, à rejoindre leur aventure. Serena est consternée. Elle appelle sa meilleure amie en lui exprimant un désamour rare pour Kevin. Le 6 juillet au matin, le Hakuna Matata quitte le port de Papeete à Tahiti. Sa destination, l'île de Raiatea, en route pour Hawaï. 4 personnes sont à bord. Bison Délé, Serena Karlan, Kevin Williams et Bertrand Saldo, le capitaine français du bateau. Au cours des 2 jours suivants, 3 appels téléphoniques par satellite ont émané du bateau. Après cela, silence total. Pendant les 2 premiers mois qui ont suivi la disparition du bateau, il n'y a eu que de la confusion. Les amis et les parents attendaient d'entendre quelque chose, n'importe quoi. Fin août, les gardes-côtes américains ont envoyé un téléx de détresse à tous les navires dans un rayon de 1000 miles autour de Tahiti. Scott Holmgren, le beau-père de Serena, a même essayé de contacter le FBI et la Maison-Blanche pour obtenir de l'aide. Puis, le 5 septembre, enfin un premier indice. À 1h30 cet après-midi-là, à Phoenix, un homme prétend être Bison Délé. Il possède son passeport et son chéquier. La pièce d'identité semble conforme. Il est là pour acheter un lingot d'or pour la somme de 152 000 $. La banque est alertée. La police se rend rapidement sur les lieux. Il trouve là Miles d'abord, nouvel alias de Kevin Williams. 5 heures d'interrogation s'ensuivent. Interrogé, Williams affirme qu'il achetait de l'or sur les instructions de son frère. Comme Bison Délé est en voyage, dans des contrées lointaines, la police de Phoenix ne peut pas le joindre. Les preuves sont minces. Si le chèque est refusé, Miles d'abord est libéré. Le FBI n'est pas aussi dupe. En quelques jours, il retrace l'itinéraire de d'abord. Le 8 juillet, l'homme a été aperçu à Tahiti. Il profite là d'un séjour luxueux avec sa petite amie américaine. Puis, le 16 juillet, un bateau du nom d'Ariabella est aperçu en quittant l'archipel française. D'abord s'envole ensuite vers Belize avant d'atterrir en Arizona. Dépêché à Tahiti, le FBI remarque que l'Ariabella n'est nul autre que le Hakuna Matata. Pour les enquêteurs américains, aucun doute que Miles d'abord est le suspect numéro 1. Sauf que depuis son arrestation, il est introuvable. Patrick Barnes, l'ami d'enfance de Délé, réussit à prendre contact avec Miles. Il lui propose de lui offrir 150 000 $ en liquide en échange d'informations sur la location de Bison.
Sans plus attendre, Barnes s'envole vers une petite ville de la frontière mexicaine. Il reste alors là, sa valise remplie de cash dans la main. Il ne devait pas y avoir beaucoup d'hommes noirs de 2,11 m au Mexique. Le temps semble durer une éternité. Le téléphone sonne. Ce n'est pas d'abord, c'est le FBI. Le Hakuna Matata a été retrouvé et analysé. Selon eux, il ne fait aucun doute que Bison Dele et Serena Carlan sont tout simplement morts. Barnes ne parvint jamais à retrouver Miles Tabor. Le 15 septembre 2002, le FBI reçoit un appel d'un hôpital californien près de la frontière mexicaine. Un individu de 2,11 m pour 118 kg a été admis aux urgences. Ses poignets sont lacérés, son rythme cardiaque très faible. À 8 h du soir, il est prononcé mort. La raison officielle, une hypoglycémie du cerveau. Ce suicide a été commis d'une façon ô combien symbolique. C'est seul, sur la plage, face au calme de l'océan, que Miles Tabor se retire à la vie. Lors de ses funérailles, le révérend conclut son sermon d'une phrase laconique. « Seul Dieu connaît la vérité. » Effectivement, nous mortels ne connaîtrons jamais la raison derrière le terrible sort de Bison Dele. Peu avant son suicide, Tabor avait téléphoné à sa petite amie pour lui donner sa version des faits. Le 7 juillet, Dele et Tabor se sont disputés et Dele a accidentellement frappé Serena au visage. Sa tête a cogné contre un poteau en acier et elle est morte sur le coup. Saldo, le capitaine, a déclaré qu'il devait signaler le décès. Mais Dele est devenu agité et a tué Saldo en le frappant à la tête avec une clé à molette. À ce moment-là, Kevin dit qu'il n'avait pas le choix. Par légitime défense, il a tiré sur son frère. Puis, effrayé, il jette les 3 corps par-dessus bord et repart à Tahiti avant de s'enfuir. Patrick Barnes ne croit pas en cette version des faits. Pourquoi Tabor aurait vidé le compte de Bison avant de se suicider? L'ancien joueur avait dévoilé dans son journal intime: « J'ai toujours pensé qu'il y avait 2 façons de voir les choses. Vous pouvez mourir de vie ou vous pouvez simplement mourir de mort. » Finalement, la mort de Bison Dele est aussi mystérieuse que son existence. Contrairement à d'autres joueurs à l'enfance chaotique, le basketball ne fut pas sauveur de Williams, il fut son bourreau. La seule goutte de beauté dans ce triste récit est que Brian Williams quitta ce monde près de celle qui fut la seule à se loger dans son cœur. L'amour est un océan où l'on aime s'échouer. Si vous appréciez ce projet et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que vous pouvez désormais offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Même le plus minime soutien est grandement apprécié. Merci à tous.